Avant de présenter notre invité du soir, le colonel Hogar, on va revenir juste 2 secondes sur ce qui nous est arrivé le samedi 13 mai. Je pense que vous êtes tous au courant. Nous avions envisagé d'organiser notre 2e marche de la fierté française. La première l'année dernière, le 26 mars, et qui s'était très bien passée. Nous avions eu les félicitations de la préfecture. Et puis cette année, c'était une autre paire de manches, puisque alors on n'est pas les seuls, tous les mouvements dits de l'ultra-droite, on va en revenir dessus d'ailleurs, c'est un nouveau concept inventé par le ministère de l'Intérieur, mais tous ces mouvements ont fait l'objet d'une interdiction. Non, mais on est dans la portail là. Exactement. Mais non, mais c'est tout. C'est de la dictature douce. Si j'ai bien compris, dans ce colloque qui avait été organisé par l'Action française dans le 2e arrondissement, un des attendus, un des considérants motivant l'interdiction était qu'il pouvait y avoir des propos de nature à inciter à la haine raciale. Ce n'était pas encore dit, mais en tout cas, au niveau du ministère, ils étaient à peu près persuadés que ça se passera. D'où interdiction. On les remercie parce qu'on est dans leur locaux aujourd'hui. À la chance, mais l'expérience, c'est vrai que nous, à ce niveau-là, on a peut-être fait un petit peu de preuve d'amateurisme, et ils avaient déjà préparé un référé, ce qui fait qu'ils ont eu le temps de le préparer, et donc l'interdiction pour le tribunal a donné raison à l'Action française, et ils ont même eu gain de cause, puisqu'ils ont touché, je crois, 500 000. Ça, c'est très bien vu de leur part. On aurait aimé faire la même chose, simplement... 2 raisons. La première, c'est que franchement, alors pour le coup c'est moi en tant qu'organisateur, j'étais à 100 lieues d'imaginer qu'on ne pourrait pas organiser cette marche de la fierté française. La demande qui avait été faite le 13 avril a bien été déposée après dans les temps le 9 mai, et ils n'ont rien voulu savoir. Et donc on a eu une réponse le vendredi très tardivement. Et 20 bonnes minutes avant que la conférence de presse ait lieu, eh bien, les forces de l'ordre sont arrivées et ont menacé les différents participants. Alors, derrière les catacombes, là, d'Enfer Rochereau, et puis dans le discours. Bon, la plaisanterie a duré, on va dire, de 2h moins le quart jusqu'à peu près 3h30, avec beaucoup de renforts policiers. C'est bon, alors, ce que j'expliquais au commissaire qui était chargé de toute cette petite opération, c'est que bon, avec nous ça se passerait bien. Pour la plupart ce sont des anciens militaires, donc ils savent ce que c'est que l'ordre, et ils respectent les forces de l'ordre. Mais c'était assez comique de voir qu'il y avait plus d'un représentant des forces de l'ordre pour un manifestant. En tout cas, une personne qui souhaitait assister à cette conférence de presse. La morale de l'histoire, c'est que ça nous a unis tous. Parce que forcément, quand on est témoin d'une injustice, on a plutôt tendance à se positionner du côté de la victime, et c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu un afflux d'adhérents, nous avons eu un afflux de dons, et les autres mouvements nous ont apporté un témoignage de soutien qui nous a vraiment fait plaisir. On a commencé par l'Action française, mais d'autres aussi. Voilà, ça montre qu'on peut jouer serré, on peut jouer ensemble, collectif. Quand bien même les autorités essaient de nous diviser. Ce qui est moins connu, et je terminerai là-dessus, c'est que le lendemain matin, il y avait une manifestation, une cérémonie officielle, à laquelle nous étions conviés, on avait accepté l'invitation. Et dans le protocole, il était prévu qu'après le dépôt des gerbes, après avoir salué les porte-drapeaux, eh bien, les officiels fassent un petit discours. Et ben, ça a été impossible. C'est-à-dire que le dépôt des gerbes a bien eu lieu, ils sont venus saluer les drapeaux dont le nôtre, et je les en remercie, parce que voilà. Et à ce moment-là, eh bien, la Bravem est arrivée, a laissé la place et a dit pas de discours. Donc ça s'est arrêté là, c'était la cérémonie officielle. Enfin, vous voyez l'état de fébrilité aujourd'hui des autorités, qui, sans explication, interdisent les manifestations, nous expliquent que certains ont le droit de manifester, pas d'autres. Pour revenir vite fait sur le samedi 13 mai, toutes les manifestations dites de gauche, elles ont pu avoir lieu, donc LGBT, anticapitalistes, ça ne pose absolument aucun problème. Et nous, c'est pas possible. Pour des motifs qui sont fallacieux, ça montre peut-être aussi qu'on est dans le vrai aujourd'hui, et qu'il faut continuer comme ça. On va tout de suite enchaîner par une présentation très sommaire, justement on ne voudrait pas, de notre invité de ce soir, donc le colonel Jacques Hogar,
Dans le dernier papier que j'ai fait, je l'ai présenté comme un héros, mais le mot n'est pas galvaudé parce que il est issu d'une famille de tradition militaire, avec des valeurs morales extrêmement fortes, dont on a clairement besoin aujourd'hui. Et son témoignage de ce soir est parfaitement légitime parce qu'il va nous donner un éclairage d'anciens militaires, je dirais aussi de civils, mais qui a conservé, qui véhicule, qui transmet toutes ces valeurs. Et donc j'espère qu'on sera bien imprégné ce soir. Le thème de ce soir, le titre que vous avez choisi, j'ai trouvé très bien, c'est du Rwanda à l'Ukraine en passant par Kosovo. Ça représente 3 des théâtres d'opération sur lesquels vous êtes intervenus. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour la partie Kosovo et la partie Ukraine, c'est qu'on a une vision relativement comparable, avec des différences, et c'est ce qu'on nous abordons ce soir, mais on retrouve à peu près les mêmes thématiques, en tout cas les mêmes personnages, l'OTAN, les Américains, là, en l'occurrence la Russie, l'Europe. Quelle est la position de l'Europe, bien sûr, quelle est la position de la France, et qu'est-ce que ça nous engage pour les semaines, les mois, les années qui viennent. On voit que ça commence à bouger un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est un pied de l'actualité par rapport à la conférence que nous organisons ce soir, mais en tout cas, au Kosovo, ça rebouge en ce moment. Voilà. Donc merci à vous, merci d'avoir accepté cette invitation, et je vous souhaite une bonne conférence. Je suis très heureux d'être présent ici ce soir. C'est la 3e fois que je suis dans cette salle en quelques semaines, donc je souscris à ce qui a été dit sur la nécessaire unité des Français qui aiment leur pays et face à toutes les difficultés innombrables qui sont en train de nous tomber dessus. Donc merci à l'AF, à l'Action française, dont je ne suis pas, parce que je suis légitimiste, vous saurez tout, mais qui nous reçoit ici ce soir, et je pense qu'on est passé à un stade où il faut vraiment dominer nos propres divisions pour aller de l'avant et essayer de tirer ce pays de la situation dramatique dans laquelle il est. Alors ce soir, la conférence que je vais vous faire, je vais essayer de tenir 3 quarts d'heure, sans vous ennuyer, sans vous endormir, sur ce thème un peu bizarre, qui est le titre choisi, du Rwanda à l'Ukraine, en passant par le Kosovo. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, plus qu'une conférence, vous l'avez compris. J'ai été engagé au Rwanda en 1994 comme commandant du groupement de légions étrangères qui était déployé dans cette opération, je vous en dirai 2 mots. Et puis 5 ans plus tard, j'ai été engagé au Kosovo comme commandant du groupement des forces spéciales qui a été engagé sous commandement britannique de l'OTAN dans cette province serbe qui défraie la chronique encore maintenant, aujourd'hui même, où je vous parle. Il y a des incidents très graves qui se passent dans le nord du Kosovo, zone majoritairement peuplée de Serbes, ce qui n'est pas le cas de la province entière, qui elle est maintenant peuplée majoritairement d'Albanais. Et puis l'Ukraine. Et en fait, pourquoi cette espèce de pont audacieux du Rwanda à l'Ukraine en passant par le Kosovo? Parce que, tout simplement, je retrouve dans ces trois conflits saillants qui nous interpellent à des titres divers et sur lesquels on peut avoir des idées fausses, souvent, je retrouve un certain nombre de constantes, de choses qui m'ont personnellement marqué et qui m'ont amené à tenir des positions qui sont parfois un peu à contre-courant de ce qu'on entend à droite et à gauche. Le Rwanda en 1994, je suis lieutenant-colonel, j'ai 37 ans, je suis un officier de Légion, j'ai servi au 2e REP, et je suis à ce moment-là en poste à Djibouti, poste avancé de l'armée française en Afrique orientale, la Corne de l'Afrique, où je suis en fait à l'état-major, au bureau opération de l'état-major. Et je termine un séjour de 2 ans qui a été très actif avec pas mal d'interventions, que ce soit à Djibouti, que ce soit au Yémen, que ce soit en Somalie, sous commandement américain déjà, ce qui m'a évidemment aussi marqué et donné un certain nombre de points de repère. Et je suis désigné pour commander ce groupement
de légions qui va être constituée à partir d'unités qui vont venir de France, d'Afrique, de Djibouti en particulier, mais du Gabon également, etc. Et de France, du 2e REI, de Nîmes, du 2e REP, de Calvi, etc. Et je vais être plongé dans une aventure qui va durer 2 mois, c'est extrêmement court, fin juin, fin août 1994. On intervient tardivement sur ce génocide atroce qui se déroule depuis le début avril 1994 au Rwanda. Ce petit pays d'Afrique centrale, ancienne colonie allemande, devenue colonie belge, enfin sous protectorat belge à partir de 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, et qui devient à ce moment-là donc francophone, après avoir été germanophone. Il y a encore quelques traces quand on regarde bien à ce moment-là, mais le pays est devenu francophone, géré par la Belgique, et qui va connaître, au moment des indépendances, 1959-60, des événements dramatiques. Les événements dramatiques, c'est tout simplement l'accession du pays à l'indépendance, sachant que 2 communautés humaines principalement le forment, les Tutsis, 15%, 20% peut-être de la population, qui sont une race de seigneurs, si je puis dire, d'éleveurs nomades, qui se sont fixés au Rwanda quelques siècles auparavant, qui venaient de la région du Nil. La proximité physique entre les Tutsis et les Éthiopiens, par exemple, est très grande. Moi, j'ai pas mal fréquenté la région et j'avais été frappé par ces aires de ressemblance, des individus très grands, comment dirais-je, de traits très fins, tout le contraire des Hutus, 80% ou 85% de la population, petits, rablés, qui sont plutôt des Noirs d'Afrique, de la côte occidentale de l'Afrique, plutôt des Bantous, hein, pour schématiser les choses. Et ces 2 populations vont vivre en paix enfin en paix relative, oui, pendant des siècles. La société est dominée par les Tutsis. À la tête du pays, il y a un Mwami, un roi, avec des traditions extrêmement codifiées et précises, et puis un peuple de paysans qui travaillent de la houe et de la glèbe, comme l'a dit Bernard Lugan, qui connaît bien la région. Et des événements dramatiques en 59-60, c'est la révolution sociale, excusez du peu, où les Hutus prennent le pouvoir en éliminant ou en martyrisant de manière atroce, il faut le dire, les Tutsis. Ça se traduit par la prise de pouvoir fort démocratique, en fonction de cette règle, un homme égale une voix, qui fait que les Hutus deviennent l'autorité du pays. Les Tutsis soit acceptent la nouvelle donne, soit s'expatrient à l'extérieur. C'est le cas par exemple d'un petit garçon avec sa famille de lignage royal qui s'appelle Paul Kagame et qui est l'actuel président du Rwanda, Tutsi, et qui fuit en Ouganda voisine tout simplement pour sauver sa peau avec ses parents et sa famille. Ce personnage va jouer un rôle très important dans les années qui suivent, puisqu'il grandit, il fait des études en Ouganda, il devient anglophone et il devient un officier de l'armée ougandaise avec le grade de colonel dans les années 90. Il est le chef des renseignements militaires de l'Ouganda. Mais il a toujours au cœur cette idée, il n'est pas le seul, il y a un de ses amis et chef qui mourra dans des conditions un peu troubles, qui s'appelle Fred Rwigema. Ils ont l'idée de reprendre le Rwanda, de reprendre le pouvoir au Rwanda, de rétablir, alors non pas la monarchie telle qu'elle avait existé jusqu'en 60, mais de rétablir un pouvoir Tutsi. Et dès 1990, il s'érige en front patriotique rwandais, FPR, en anglais RPF, Rwandese Patriotic Front, qui va s'en prendre au Rwanda du moment, gouverné par le président Juvenal Habyarimana, un Hutu, qui a pris le pouvoir en 1973 en renversant son prédécesseur, alors qu'il était chez l'état-major de l'armée rwandaise.
À partir de cette année, de cet octobre, de ce mois d'octobre 90, le Front patriotique rwandais, Tutsi, soutenu par l'armée ougandaise, portant un uniforme ougandais, matériel de guerre ougandais, va s'attaquer au Rwanda, si je puis dire. Et là, le président Habyarimana se tourne vers le président Mitterrand, qui est en fonction, et lui demande son aide au titre des accords de coopération militaire qui avaient été signés en 1974 sous la présidence de Giscard d'Estaing par le même président Habyarimana. Alors Mitterrand accepte et on envoie 2 ou 3 compagnies de parachutistes ou d'infanterie de marine ou de légionnaires à tour de rôle à Kigali, au Rwanda, un détachement du 1er PIMA, un détachement d'assistance militaire et d'instruction, et on va, entre guillemets, sauver le pouvoir d'Habyarimana pendant une période qui va durer d'octobre 90 à octobre 93. Alors c'est non sans contrepartie pour Mitterrand, parce que Mitterrand impose au Rwanda, qui est un pays comme tant d'autres en Afrique à ce moment-là, fonctionnant avec un parti unique, Mitterrand impose le multipartisme et l'ouverture à la démocratie, entre guillemets, sauf que la démocratie dans ces pays-là, on revient toujours à l'ethnisme, comme vous le savez bien. Et donc, cette période va être marquée par une opération française qui s'appelle l'opération Norrois, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, puis par une opération d'évacuation des ressortissants quand Kigali est menacé au moment de l'attentat contre le président Habyarimana, en avril 1994, l'opération Amaryllis, qui vise à rapatrier nos expatriés et puis les expatriés européens. Et puis se déclenche donc le 6 avril cet attentat qui est, selon toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, malgré une polémique que certains entretiennent à plaisir, qui est le fait en fait du président Kagame actuellement au pouvoir et du Front patriotique rwandais. On a les numéros de missiles, on a la provenance des missiles, on a même le nom des tireurs des missiles. Tout ça a été parfaitement documenté en détail et il n'y a pas de doute, en fonction de la règle à qui profite le crime, on sait que cet attentat a été fomenté par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Cette situation, cet attentat déclenche une situation catastrophique et dramatique dans le pays. Dès le lendemain, 7 avril, la population commence à s'entretuer. Ou plus exactement, la majorité Hutu, pas toute la majorité Hutu, il y a des gens qui se sont comportés tout à fait honorablement, bien sûr, mais une grande partie des Hutus, et probablement les plus frustres et les plus modestes, ceux qui craignent un retour du Mwami, un retour du joug féodal qui leur était imposé jusqu'en 1960, 1959, 1960, ces gens-là s'en prennent aux Tutsis dans des conditions atroces. C'est massacre à la machette, massacre à la grenade, massacre, tout est bon pour tuer son prochain Tutsi. Alors il y a aussi beaucoup de familles mixtes, déjà à cette époque, et les familles se déchirent entre elles et se tuent entre elles. C'est quelque chose d'assez abominable. Dans un petit pays qui avait été christianisé à la fin du XIXe siècle, apparemment sans beaucoup de profondeur en réalité. Alors on peut parler de la démocratie chrétienne, etc., qui est passée par là, sous la colonisation belge, mais toujours est-il qu'on a une situation absolument épouvantable. Moi à ce moment-là, je suis en poste à Djibouti, je termine mon séjour, ma femme est enceinte de notre 6e enfant, je m'apprête à rentrer en France et puis à poser mes valises à Aubagne, au commandement de la Légion étrangère, où je sais que je vais être affecté. Et en fait, mon général me convoque début juin en me disant « Vous n'allez peut-être pas rentrer tout de suite, votre femme accouchera toute seule, elle a l'habitude. » C'est le 6e, hein, ou la 6e exactement. Et donc, je vous ai retenu pour commander le groupement qui sera formé à partir de Djibouti pour faire partie de l'opération turquoise, un des 3 groupements opérationnels de l'opération turquoise. Alors évidemment j'accepte parce que quand on est un officier digne de ce nom et qu'on vous donne un commandement aussi prestigieux, aussi risqué aussi à certains égards, mais
vous l'acceptez tout de suite évidemment. Et donc je me trouve projeté au Rwanda dans cette situation dramatique de la fin juin 1994, où le génocide n'est pas terminé, où il y a encore des gens à tuer, malheureusement, des gens de tous âges, des Tutsis comme des Hutus, parce qu'en fait, rapidement, les extrémistes Hutus, si on peut les appeler ainsi, s'en prennent à leurs frères Hutus qui ne sont pas d'accord, hein, et Dieu sait s'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas d'accord. Et nous, la France, alors je ne suis pas particulièrement un fan d'Alain Juppé, hein, mais c'est le premier, comme ministre des Affaires étrangères, qui dénonce le génocide en ces termes. Je crois me souvenir, sans dire de bêtises, au mois de mai, tout début du mois de juin 1994. Et qui réclame à l'ONU, avec l'assentiment du Premier ministre, Édouard Balladur, et du président Mitterrand, et qui réclame à l'ONU de faire quelque chose. Mais l'ONU est présente au Rwanda depuis notre départ, à nous, Français, en octobre 1993, au terme des accords d'Arusha. Il n'y a plus de troupes françaises au Rwanda, il reste une dizaine de conseillers techniques, mais il n'y a plus de troupes françaises, d'unités militaires constituées au Rwanda. C'est très important parce que souvent on vous dira que la France est à l'origine, enfin a mené à complicité de génocide. Ben, il n'y avait personne pour le faire, parmi les Français, il y en avait quelques-uns parmi les Rwandais. Donc à ce moment-là, il y a une opposition évidente des Américains à cette intervention au Rwanda pour faire cesser le génocide. Et cette opposition américaine va durer pratiquement jusqu'à l'autorisation enfin donnée par la résolution 929 de l'ONU, qui autorise la France à intervenir pour 2 mois seulement, sous chapitre 7, qui permet d'utiliser la force pour faire respecter le droit. Et à ce moment-là, la France, qui n'a pas de moyens de projection stratégique, je veux dire par là d'avions capables de nous transporter dans des conditions rapides et conséquentes, la France fait appel aux États-Unis, comme on l'avait fait des années plus tôt à Kolwezi, et les États-Unis refusent. Donc à ce moment-là, la France se tourne vers la Russie et l'Ukraine, petit clin d'œil en passant, qui a de gros avions transporteurs, des Antonov, qui permettent à ce moment-là d'organiser un pont aérien sur ce qui est encore le Zaïre, qui va devenir aujourd'hui la République démocratique du Congo, au nord du lac Kivu, sur la plateforme de Goma, qui dispose d'un aéroport assez conséquent qui permet le port des gros porteurs. Et donc c'est le début de l'opération turquoise, qui a pour mission, c'est très clair, de mettre fin au massacre, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, et quelle que soit la population qu'il vise. Donc le mandat est très clair, contrairement aussi à certaines assertions aujourd'hui encore, qui voudraient dire que le mandat n'était pas clair, que la France avait choisi le parti des génocidaires, que la France voulait rétablir le régime qui était en train de s'effondrer tout simplement, et ce qui est strictement faux. Je peux vous en certifier la vérité, parce que j'étais sur place et que j'ai vu les ordres écrits que certains imaginent maintenant ou réécrivent maintenant. Donc la France intervient au Rwanda pour ramener l'ordre et la concorde civile autant que c'est possible. On a 2 mois pour le faire. Je peux vous dire que j'ai été très fier de participer à cette opération, de voir le dévouement, la générosité de l'armée française, quelle que soit sa composante, troupes de marine, légions étrangères, forces spéciales, aviateurs, même des marins un peu perdus sur les bords du lac Kivu, etc., etc. On peut être fier de notre armée parce que c'est une armée qui est, on en reparlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui un peu désarmée, mais qui a une qualité humaine absolument remarquable et irremplaçable. Et c'est ce qui fait sa force. À partir de cette période, de ces 2 mois, la première chose qui m'a choqué en arrivant, j'étais là depuis quelques jours à peine, installant mon PC au sud du lac Kivu, à Sangougou, qui allait devenir un peu le chef-lieu de mon secteur, chef-lieu d'une préfecture rwandaise. On a lancé le rapprochement avec l'OTAN,
Et ce rapprochement est très fort puisque toutes les opérations de conception, de planification se font un peu à Paris, au centre opération des interarmées, boulevard Saint-Germain, mais beaucoup à Mons, en Belgique, au SHAPE, au commandement suprême de l'OTAN en Europe. Et on ne sait pas encore très bien quels vont être nos modes d'action. Moi, je suis au COS à ce moment-là, je suis chargé de ce dossier. Et au COS, quand on est chargé d'un dossier, en général, en tout cas à l'époque, s'il y a projection de force sur le terrain après, on commande les éléments qui sont mis en place sur le terrain. C'est ce qui va m'arriver dès début 99, sous commandement britannique, car l'opération se place sous commandement britannique. Mais il y a une brigade française ou multinationale, mais sous commandement français, à Koumanovo, dans le nord de la Macédoine, commandée par le général Valentin, où je retrouve un certain nombre d'amis et qui vont m'aider à prendre mes marques, parce que je me méfie infiniment de mes chefs britanniques. Sans trahir de secret, mes chefs à Paris m'avaient, et mes grands chefs à Paris, je ne dirai pas leur nom, mais m'avaient fortement conseillé de faire très attention aux mauvais coups tordus que pouvaient me réserver nos alliés britanniques, eux-mêmes sous commandement américain. Et en fait, ces quelques mois de janvier à juin au Kosovo, en Macédoine du Nord plus exactement à ce moment-là, sont marqués par un événement principal qui sont les négociations de Rambouillet, négociations qui vont durer quelques semaines et dont on comprend très vite que c'est un décor factice, virtuel, mené par les États-Unis d'Amérique bien sûr et l'Union européenne, mais avec un but, c'est faire échouer les négociations, c'est mettre les Serbes dans un corner pour les obliger à refuser comment dirais-je, une possibilité de paix. Et on les amène finalement à refuser ces conditions de paix qui sont en fait tout simplement inacceptables. Et c'est pas moi qui le dis, mais des journalistes allemands par exemple, ou des officiers alliés qui ne sont pas nécessairement français. Et puis deuxième événement, le massacre de Račak en Serbie, au Kosovo, Serbie du territoire serbe, où on impute aux forces de l'ordre serbes le massacre de civils albanais, dont on va découvrir un peu plus tard qu'en fait c'est un montage. Et là aussi c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'enquêtrice en chef finlandaise qui finit par avouer quelques années plus tard qu'on l'a soumise à des pressions terribles pour qu'elle inverse ses responsabilités de ce massacre. Ce qui nous ramène encore une fois au mot désinformation. Et la troisième étape, c'est Bill Clinton, Madeleine Albright. Alors Madeleine Albright qu'on avait croisée au Rwanda 5 ans plus tôt, parce qu'à l'époque elle était l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU et qu'elle était très agressive vis-à-vis de la France à propos de l'opération turquoise dont je viens de vous parler, en disant que c'était une opération strictement anormale, que c'était quasiment du néocolonialisme, etc., etc. Et là on retrouve la même Madeleine Albright, âme damnée du camp Clinton, du clan démocrate américain, noyée aujourd'hui au milieu des néoconservateurs américains, et qui est acharnée à produire une responsabilité serbe dramatique pour déclencher une guerre. Et c'est ce qui va se passer avec finalement sans autorisation de l'ONU, le déclenchement par l'OTAN, je crois le 23 mars 1999, pour 78 jours de bombardement sur la Serbie et le Kosovo, avec des pertes civiles évidemment, et une guerre tout à fait, à mon sens, illégale et illégitime. Mais à ce moment-là, moi je suis sur le terrain, je ne me pose pas ces questions-là, illégalité, illégitimité, c'est un peu... Mais avant de partir, j'ai été quand même briefé par mon père, qui est officier général en retraite, qui est en train de mourir d'un cancer. Il va attendre quand même que je revienne du Kosovo début juillet, pour partir, et qui m'avait briefé en me disant, tu sais,
quand tu es rentré du Rwanda, tu m'avais fait part de tes doutes sur la politique américaine très hostile à la France. Je t'avais dit à l'époque que j'avais vécu la même chose en Algérie et en Indochine auparavant. Les Américains n'ont jamais été nos amis, ils ont été nos alliés quand il le fallait, mais quand ils avaient besoin de nous, mais on ne compte pas pour grand chose à leurs yeux. Alors rappelle-toi quand même en revanche, m'avait dit mon père, juste avant de partir, que les Serbes ont toujours été les fidèles alliés de la France. Et alors maintenant on inverse un peu la donne, on va leur taper dessus. Donc agis avec discernement mon fils. Alors j'avais regardé en disant ben, je peux parfaitement me sortir de cette mission et me faire affecter sur un autre théâtre et quelqu'un prendra ma place. Et mon père m'avait dit surtout pas, parce que maintenant tu es averti et tu sauras faire preuve de discernement, ce que ne saurait pas nécessairement faire l'officier qui serait amené à te remplacer si tu te dédisais. Voilà. Alors là, j'ai vraiment vécu de nouveau un temps très court, encore plus court qu'au Rwanda, parce qu'à partir du moment où nous sommes rentrés au Kosovo à la signature des accords de Kumanovo, imposés à la Serbie après 78 jours de bombardement, qui n'avaient pas d'ailleurs entamé le moral ni le potentiel de l'armée serbe, qui était intact, ça j'ai pu m'en assurer, mais qui avait fait beaucoup de dommages à l'économie serbe et aussi aux civils serbes. À partir de là, je suis rentré au Kosovo en précurseur. J'ai été affecté dans le nord du Kosovo, cet endroit même où se passe tant d'événements là, en ce moment même, ces jours-ci, d'affrontements entre la population serbe qui n'en peut plus de ce pouvoir kosovar qui a été mis en place par l'OTAN avec la complicité de l'Union européenne et malheureusement, je dois le dire, de la France. Et les forces spéciales, les dites forces spéciales de l'UCK, de ces rebelles albanais aujourd'hui au pouvoir dans cette province, qui ne cessent depuis 1999, donc depuis 24 ans, bientôt 25 ans, de pratiquer le nettoyage ethnique, de faire partir les Serbes, de faire partir les Roms, de faire partir les Gorani, de faire partir toutes les minorités qui ne sont pas albanaises et de préférence musulmanes. Il y a 10% d'Albanais au Kosovo qui sont catholiques, mais la grande majorité, 90%, est musulmane. Et le Kosovo est d'ailleurs, en passant, anecdote, le premier contributeur de djihadistes en Irak et en Syrie ces dernières années, par rapport à la taille de sa population. Je découvre au Kosovo, en fait, alors Madeleine Albright, Bill Clinton, cite un génocide de 200 000 morts déjà au mois de juin 99. Et en réalité, quand tous les comptes seront faits, si je puis dire, vous me direz, quelques milliers c'est toujours trop, c'est évident, mais le chiffre même de l'OTAN, toute catégorie confondue de morts, sera de quelques milliers, 6 000 morts et quelques, pour toute la durée des opérations, Serbes contre les Albanais, Albanais contre les Serbes, les interventions, l'intervention de l'OTAN, etc., etc. Donc on est loin, avec 6 000 et quelques morts, des 200 000 qui ont servi de prétexte au matraquage de la Serbie, sans mandat de l'ONU, dans des conditions terribles en 1999, pour l'amputer de sa province du Sud, qui est à la fois son cœur spirituel, identitaire, historique. Le Kosovo est une région composée en fait de deux régions, le Kosovo et la Métochie, terre d'église, moitié-moitié, et c'est une terre peuplée couverte, je dirais, de monuments plus anciens les uns que les autres, de monastères, d'églises, de toute beauté, dont les origines sont extrêmement anciennes, puisqu'elles remontent au Moyen-Âge. Toute l'histoire serbe est inscrite au Kosovo, en fait. Et donc on a cette injustice de voir cette partie de terre serbe, cette province serbe, peuplée progressivement de plus en plus d'Albanais à partir du règne de Tito. Tito, le croate, voulait diminuer le poids de la Serbie dans la République fédérale de Yougoslavie, il y est parfaitement arrivé, et en particulier voulait développer un Kosovo albanais qu'il a favorisé largement pendant toutes ces années de pouvoir.
Milosevic a réagi pas forcément très intelligemment en prenant strictement le contre-pied subitement, ce qui a provoqué cette rébellion armée albanaise, l'UCK. Sur la liste des organisations terroristes des États-Unis d'Amérique, jusqu'en 1996, où là, de terroristes, on devient amis, alliés et protégés de l'administration américaine. C'est ainsi que Hashim Thaçi, le commandant de l'UCK, le poulain de Madeleine Albright, de même que Paul Kagame au Rwanda avait été le poulain de Madeleine Albright en son temps, Hashim Thaçi, qui est aujourd'hui en prison à La Haye, où il doit répondre de crimes de guerre et de trafic d'organes prélevés sur personnes vivantes, prisonniers serbes, prisonniers roms, prisonniers gorani, où finalement nous avons contribué à établir un État fantoche, un État terroriste, un État mafieux au cœur de l'Europe, qui abrite en son sein la plus grande base américaine militaire en Europe aujourd'hui, qui est le camp Van Steen, et qui permet tous les trafics divers et variés, puisque Madeleine Albright, qui est maintenant disparu, paix à ses cendres, mais le général Wesley Clark, qui commandait en chef, qui était le SACUR de l'époque, associé au général Michael Jackson, qui était le général britannique, qui était le patron de l'opération. Tous ces gens-là font de juteuses affaires au Kosovo aujourd'hui avec les gens qui y sont au pouvoir, que nous y avons installés au pouvoir. Voilà. Et qui font une chasse sans pitié aux Serbes, comme on le voit. Alors on le voit peu sur les médias, parce que les médias, les grands médias ferment les yeux sur ces exactions, sur ces horreurs parfois, parce que c'est très gênant. Elles mettent en cause la responsabilité de l'Occident d'une manière générale. Je ne voudrais pas être trop long, mais je vous ai planté un décor rwandais, un décor kosovar, entre guillemets, serbe au Kosovo, avec un certain nombre d'ingrédients, et où on retrouve toujours le mot désinformation, le mot administration américaine, en particulier démocrate, le camp Clinton, Madeleine Albright, etc., etc. Vous retrouvez, si vous regardez bien, tous ces ingrédients exactement face à la Russie, en Ukraine, aujourd'hui, où l'histoire ne commence pas le 22 février 2022, comme on le raconte. Alors c'est vrai que l'armée russe a franchi la frontière le 22 février 2022 pour rentrer en Ukraine. Ça, c'est absolument vrai. Alors on peut appeler ça comme on veut, invasion, agression, etc. Mais il faut remettre les choses à leur place. Les événements en Ukraine ont démarré en 2008 avec la révolution orange, puis en 2014 avec le putsch de Maïdan, je crois qu'il faut l'appeler ainsi, quand on renverse un gouvernement légitime et légal pour placer à la place un gouvernement tout à fait sorti du chapeau. Il y a de quoi se poser des questions. Et quand vous regardez à la loupe les événements de Maïdan, ces tireurs embusqués qui tirent dans la foule sans discernement, quand vous voyez l'agitation d'une certaine Victoria Nuland, qui est aujourd'hui sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines, et qui est elle-même, je pense, la digne remplaçante de Madeleine Albright dont je parlais tout à l'heure, quand vous voyez l'acharnement de l'administration américaine à américaniser l'Ukraine à partir de 2014, leur déconvenue devant les accords de Minsk en 2014-2015, Minsk 1, Minsk 2, leur volonté de saboter, alors je ne parle pas de Nord Stream, on pourrait y venir aussi, mais de saboter toute tentative de paix, leur volonté de prendre Zelensky, le joueur du piano debout, sous contrôle à partir du moment où il remplace Poroshenko, qui est éliminé du pouvoir, et le brave Zelensky qui disait « mais non, mais moi je veux la paix en Ukraine, je ne veux pas qu'on s'en prenne aux populations russophones de l'Est, elles ont le droit de vivre, elles ont le droit de vivre selon leur tradition, leurs normes, leur langue et leur culture, je suis là pour la paix ». Rappelez-vous, et même
Vladimir Poutine lui-même s'était félicité à l'époque des bonnes dispositions montrées par Zelensky, qui n'a évidemment rien respecté de ses engagements de l'époque, pris en main par l'administration américaine, il est une marionnette entre les mains des Américains. Et à partir de ce moment-là, on voit la dégradation de cette situation dans le Donbass. C'est plusieurs milliers de morts, le Donbass, dans la population russophone, tués par l'armée de leur propre pays d'appartenance, du moins en théorie. Alors on oublie tout ça, il faut aller voir les cimetières d'enfants tués par les obus ukrainiens, alors que ce sont des enfants ukrainiens. Et finalement, ce que voulait tout simplement Poutine, c'était en finir avec le problème du Donbass. Le problème de Crimée s'était réglé depuis 2015 déjà, mais il reste Odessa, qui est un vrai sujet, parce qu'à mon avis, je pense que les Russes convoitent Odessa, mais j'en suis pas sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, et c'est une impression personnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, il va se passer des choses. Cette guerre ne sera pas forcément aussi longue que le prétendent certains, qui nous prévoient une guerre de plusieurs années, ou une guerre de, vous savez, de position, style Corée du Nord, Corée du Sud, etc. J'en sais rien. Mais moi, mon intuition à moi, je peux me tromper, et je me suis déjà trompé, donc je dis ça avec humilité, mais mon impression à moi, c'est que cette guerre peut être plus rapidement terminée qu'on ne le croit, parce qu'à un moment donné, les Américains ont toujours lâché leur proxy quand ça commençait à coûter très cher, et qu'on n'en voyait pas la fin, et que, alors les exemples abondent, depuis le Sud-Vietnam jusqu'à l'Afghanistan. Alors des évacuations dramatiques à chaque fois, hein, et peu glorieuses, il faut le dire. Et je pense que, personnellement, M. Zelensky a du souci à se faire pour sa propre sécurité, je pense. Il risque fort, un de ces jours, d'être lâché par la puissance tutélaire qui le manipule aujourd'hui. Alors, c'est un avis, et à ce moment-là, que restera-t-il de l'Ukraine? Eh bien, je vous dis, une nouvelle Ukraine partagée. Quand vous voyez que la Pologne propose à l'Ukraine de prendre la Galicie pour la protéger, soi-disant, des Russes, on voit se réveiller les vieux fantômes européens. L'histoire se répète tout le temps, en fait. Et comme on a affaire à des dirigeants incultes, personne n'est capable de le comprendre. En fait, il suffit de lire l'histoire pour comprendre un peu ce qui peut se passer demain. Voilà, mais soyons modestes, humbles et prudents, parce que nul n'est certain de ce qui peut se passer demain. La base au Kosovo, elle est très ancienne, puisque moi j'ai vu de mes yeux vus les fondations. J'étais en hélicoptère, en survol hélicoptère, au-dessus de la région de Gnilane, dans le sud du Kosovo, quand j'ai vu une espèce de grande roue formés par les camions américains, un peu comme la conquête de l'Ouest avec les chariots. Ben là, c'était les camions plus modernes, et où ils dessinaient en fait la zone d'implantation de Camp Steel, qui avait dû déjà être préparée de longue date. Alors c'est un porte-avions au milieu des Balkans pour eux. C'est une zone où ils peuvent transiter. Il y a eu des transits de prisonniers afghans, il y a du transit de drogue, il y a du transit de tout un tas de choses qui leur permettent d'armes, bien sûr, d'êtres humains, j'en suis convaincu aussi, et tout ça avec une discrétion remarquable. Voilà. Alors ça c'est le... Mais si vous voulez, c'est stratégique au sens où ils ont une position centrale dans les Balkans, tout près des routes énergétiques les plus importantes, pour pouvoir les contrôler en cas de besoin, etc. Les djihadistes pour la Syrie et l'Irak se sont largement formés au Kosovo et en Bosnie, hein, dans les zones musulmanes. Donc alors au Kosovo, c'est quasiment... les Serbes sont dans des enclaves, hein, ils sont comme dans des réserves d'Indiens. Les Serbes sont parqués aujourd'hui, sauf dans la partie nord qui est un peu à part, au nord de l'Ibar, mais au nord de la rivière qui traverse Mitrovica, au nord de la province. Mais sinon, oui, bien sûr, je vous dis, le Kosovo a été le record en pourcentage de djihadistes engagés en Irak et en Syrie, hein, pour y tuer des chrétiens.
Peu de gens savent que Poutine avait demandé l'intégration à l'Union européenne, peu de temps après son arrivée au pouvoir, et peu de gens savent qu'il avait même demandé son intégration à l'OTAN. C'est le comble quand même, c'est le comble. Bon. Donc on en a fait un anti-occidental, Poutine. Vous avez raison de dire, il était occidentaliste, il demandait qu'une chose, c'était... Rappelez-vous même quand Macron est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, il a eu... Moi, je me suis mis à espérer à un moment donné, quand il a invité Poutine à Versailles, et qu'il l'a reçu. Bon, après, il lui a dit des choses désagréables dont il aurait pu se priver, parce que ça n'avait aucun intérêt, mais rappelez-vous quand même ça. Donc, il a pu y croire. Ensuite, il y avait eu Hollande avec les Mistral, grave erreur, monumentale erreur, faute, parce que la parole française n'est plus respectée. Vous avez raison, les États-Unis, à mon avis, ont d'ores et déjà gagné stratégiquement leur but initial qui était de couper la Russie de l'Occident. Ceci dit, ils ont maintenant un autre problème qui leur pend au nez, c'est qu'ils ont précipité Poutine dans les bras de Xi Jinping et qu'ils font émerger les BRICS de manière extraordinaire. Je connais bien l'Iran, où je suis allé souvent ces dernières années, où j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants de haut vol. Et je peux vous dire qu'on est en train de constituer une alliance de fait militaire colossale. L'OTAN en face, c'est rien. Hein. Je peux vous dire que c'est rien. C'est pour ça que je disais que la guerre est gagnée de l'autre côté, parce que l'OTAN, on ne fera tuer aucun soldat américain pour l'Ukraine. Hein. On préférera faire tuer Zelensky d'un accident d'hélicoptère ou d'un accident d'autobus, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir autre chose que Poutine. Poutine est un modéré. Je suis désolé de dire ça. Les gens me prennent pour un poutinolâtre. Je me suis fait traiter de poutinolâtre par l'amiral Chevalreau. Regardez un peu ses écrits, etc. Mais je suis désolé, non, je pense que c'est objectif de regarder les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Voilà. Mais donc voilà pour répondre à cette question. À côté de ça, je pense que tactiquement, sur le terrain, l'armée ukrainienne est défaite et l'OTAN n'arrivera pas à maintenir sous perfusion cette armée ukrainienne qui est aujourd'hui hachée au plan humain. C'est abominable, les pertes humaines. Bakhmout, c'est pas loin de 50 000 morts côté ukrainien. C'est épouvantable, je veux dire. Donc, et c'est des jeunes. Et des jeunes qui souvent ne sont pas formés parce qu'on n'a plus le temps de les former. Donc on les envoie. J'ai vu qu'il y avait un décret de la semaine dernière où Zelensky mettait à 16 ans l'âge de la mobilisation pour le front. 16 ans. Des gamins. Hein. Bon, à 16 ans, certains sont plus mûrs que d'autres. Mais franchement, à 16 ans, envoyer des garçons au hachoir, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est terrible. Voilà. C'est le matraquage des opinions qui est faramineux en fait. Même dans nos familles. Moi j'ai quelques exemples dans ma famille proche de gens qui me disent que je tiens des propos absolument scandaleux, etc., etc. Donc la réalité, moi ce que je vous dis là ce soir en toute humilité, c'est ce que je tire de mes presque maintenant 40 ans de vie active, dont 26 ans dans l'armée et 23 dans la vie civile. Bon. Donc ça c'est mon expérience qui me permet de dire ce que j'en pense. Après je peux me tromper hein, sur tel ou tel point, mais je crois fondamentalement que sur la ligne générale, je pense que c'est dans le vrai. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais dire, inlassablement, il faut essayer de prendre la parole et expliquer les choses aux gens, sans agressivité, sans acrimonie, de la manière la plus convaincante et étayée possible, parce qu'il y a des gens très bien qui ont des idées contraires, et c'est pas de leur faute. Et ils ont été habitués à entendre une doxa dont ils ne sortent pas et qui les amène à imaginer que il y a un camp du bien. J'ai entendu ça encore de gens intelligents. C'est le camp de la démocratie, c'est le camp de la liberté, c'est insupportable d'agresser son voisin. Oui, bien sûr, il y a des raisons à tout ça. Et quand ce camp de la liberté, ce camp de la démocratie est le premier à agresser l'autre, avec un rapport de force épouvantable, je prends le cas de la Serbie en 1999, tout l'OTAN était contre la pauvre petite Serbie, hein, tout l'OTAN. Hein.
Et la France a participé à ça. Donc je pense que notre problème, il est politique. Pour résumer les choses comme je les pense, il est avant tout politique. Donc tant que nous aurons une politique de décadence, eh bien nous irons vers le précipice de manière inéluctable. Et le jour où nous nous réveillerons collectivement, c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental que les Français de différentes chapelles, si je puis dire, je vous dis, je pense à des exemples très précis, mais que les Français se rassemblent pour l'amour du pays, pour la sauvegarde du pays, parce que c'est urgent, c'est le salut du pays qui est en cause maintenant. On le voit avec la dégradation des mœurs, on le voit avec l'immigration galopante, avec une population qui ne veut pas s'intégrer, on le voit avec le wokisme qui nous débarque des États-Unis d'Amérique, on le voit avec la théorie du genre, on le voit avec... Je veux dire, les exemples sont maintenant multiples et catastrophiques quand même. Donc il est temps de faire taire nos petits égos, il est temps de faire taire les égos des chefs. Quand j'en rencontre un ou deux de temps en temps, c'est le message que je leur fais passer. Je leur dis, écoutez, c'est gentil, mais cette guerre de micro-partis, les uns à côté des autres, etc., c'est dépassé. Il faut se rassembler. Hein. Voilà. Moi, je ne donne pas de recettes extraordinaires, je fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est mon sentiment profond aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état on va laisser ce pays à nos... C'est même plus nos enfants, c'est nos petits-enfants. Hein. Et moi, ça me réveille la nuit, voilà, vraiment. Hein. La Chine, c'est un empire, c'est une grande puissance qui est émergente depuis pas mal d'années, mais qui rattrape maintenant sacrément le peloton de tête, si elle n'est pas déjà dans le peloton de tête, et si elle n'est pas déjà en tête du peloton de tête. Donc la Chine, elle travaille pour ses intérêts. Donc elle sait très bien qu'elle a un adversaire majeur, parce qu'il est désigné comme tel. Elle est désignée comme telle par lui, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc on a un affrontement Est-Ouest, entre guillemets, pour schématiser les choses, et Xi Jinping est un empereur de Chine, hein, et il mène une politique d'un empire. Mais en face, il a un empire défaillant, l'empire américain est défaillant, divisé contre lui-même, et tout empire divisé contre lui-même finit par périr. Donc moi je pense qu'on est à l'aube de grands changements majeurs au plan géopolitique et mondial, c'est évident. Alors oui, la Chine c'est un sacré problème, hein. Je ne sais plus combien de milliards de Chinois, une puissance qui a su parfaitement profiter des avances technologiques des autres, avec des méthodes d'acquisition d'informations redoutables, etc., etc. Mais aujourd'hui la Chine c'est un sujet majeur. Donc Poutine a choisi la Chine. Non, il n'a pas choisi la Chine, il a été poussé par nous vers la Chine. C'est nous qui l'avons mis dans les bras des Chinois. De même que... Alors après, il y a des puissances d'équilibre. Il y a l'Inde, bien sûr, qui fait partie des BRICS. Il y a l'Iran, qui est une puissance colossale, qui dort encore, mais qui se réveille, avec des réserves gazières phénoménales et une population de 80 millions d'habitants, et de gens formés, intelligents, etc., etc. Donc, moi je pense qu'on est à la veille, enfin, le grand changement a démarré. Hein. Qu'est-ce qui va en ressortir, je ne sais pas, mais c'est évident que la Chine c'est un sujet majeur. Ça nous semble très loin, nous Européens de l'Ouest, mais c'est à nos portes, c'est évident. J'ai un ami connu qui m'a demandé mon avis sur le Frexit, etc. J'ai dit, moi je ne sais pas si c'est le Frexit ou la refonte complète de ce machin, parce que c'est un machin maintenant, qui ne sert à rien et qui nous tue petit à petit, tue les identités des peuples européens, des nations européennes, tue nos libertés, tue notre souveraineté, etc. Donc, est-ce que c'est le Frexit ou est-ce que c'est purement et simplement, ou est-ce que c'est l'explosion du système européen? Moi, je salue le courage de la Hongrie, la petite Hongrie d'aujourd'hui, avec Viktor Orban, qui se rebelle contre ce système tentaculaire qui n'a aucune légitimité. Ursula von der Pfizer, comme j'aime l'appeler, n'a aucune légitimité. C'est une caricature, c'est une marionnette en chef d'un système qui est en train de nous tuer à petit feu. Donc,
Non, il n'y a rien à attendre de l'Union européenne. L'erreur faite par Sarkozy a été de rejoindre le commandement intégré. Donc tout ça est très clair. Je crois même que, non, je ne les ai peut-être pas là, mais le fait d'être dans le commandement intégré nous oblige à une solidarité militaire avec les alliés. Le fait de ne pas être dans le commandement intégré nous laisse une grande liberté de manœuvre. C'était l'idée de De Gaulle, qui n'était pas particulièrement favorable aux Américains, en 1966, quand il a quitté le commandement intégré. Et Sarkozy, qui à mon avis est un parfait vassal des Américains, a choisi de rejoindre le commandement intégré. Et c'est drôle parce qu'en fait ça faisait suite quand même aux années préparatoires de Chirac. Chirac, il a fait un peu tout et le contraire, un peu comme Macron d'ailleurs. Hein. Il a à la fois tenu tête pour l'Irak, la guerre du Golfe, et en même temps il est allé... il s'est joint joyeusement au concert otanien en Yougoslavie, en Serbie. Bon, mais l'OTAN, donc, première urgence à mon avis, quitter le commandement intégré de l'OTAN. Alors, et complètement oui, avec, je dirais, des paliers de désescalade, si je puis dire. Parce qu'il y a... progressivement, parce qu'il y a des questions techniques, il y a des questions d'interopérabilité, il y a des questions d'appui mutuel, il y a des questions de dépendance technologique, il y a un certain nombre de choses. Donc, moi je suis partisan de quitter l'OTAN à un moment donné, il le faudra bien, parce que cette organisation ne devrait plus exister. L'OTAN avait été créée en 1949 face au danger de l'Union soviétique communiste. Bon. Il n'y a plus de pacte de Varsovie depuis longtemps, etc. Et l'OTAN survit, et non seulement survit, mais s'est transformé de posture défensive en posture offensive. Et aujourd'hui, l'OTAN est une organisation agressive. Avant toute chose, il faut penser à nos intérêts à nous, Français, et donc les accords bilatéraux me semblent être une très bonne formule, cas par cas, en fonction d'un schéma politique et d'une stratégie générale qui me fait complètement, cruellement défaut aujourd'hui à la France. On n'a plus de diplomatie, on n'a plus de stratégie globale, on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait. Donc la vraie question, elle serait là, mais elle dépend encore une fois du politique. Quel est le politique que nous voulons pour la France? Et pour le moment, on est dans un brouillard absolu et un peu dans la désespérance, surtout pas la désespérance, mais voilà. Alors pour revenir à l'OTAN, il faudrait sortir rapidement du commandement intégré, ce serait un bon signal. Tous ne seront pas d'accord avec ce que je dis, hein, mais moi je le dis. Et puis ensuite, il faut mettre en place la désescalade pour une sortie programmée de l'OTAN sur quelques années, de manière paisible, et en remplaçant tout ça par... Ce serait très ambitieux de mettre en place un système de sécurité européen. Il faudrait à ce moment-là qu'il intègre la Russie, mais il faudrait qu'il intègre aussi la Pologne, les États baltes, qui ont quand même un peu un problème avec la Russie, je dirais, psychologique et historique. Hein. On a des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne, on a des accords bilatéraux avec l'Allemagne. Je ne dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est important d'avoir un certain nombre d'accords à notre disposition. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord, par exemple, sur la politique antimissile de l'Union européenne et de l'OTAN. La France peut avoir une position à part, on devrait avoir une position à part. On ne peut pas parce qu'on est noyé dans le mainstream. Voilà. Que faire du machin européen? Je veux dire, c'est vrai que c'est insupportable de voir que nous sommes aujourd'hui soumis à un gouvernement supranational qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucun fondement autre que celui de servir les intérêts de ses maîtres américains. Je ne suis pas anti-américain primaire systématique, hein. Je suis devenu anti-otanien, ça oui, à force, mais... La finance doit être soumise à la politique et on est dans un système où c'est l'inverse aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse marcher sur nos deux jambes, il faut avoir une tête, et une tête qui domine les outils que sont la finance ou autres. Et ça je comprends très bien ce que vous voulez dire, hein, mais on est victime d'un système qui a été mis en place dès 1945 en fait aujourd'hui, et dont on subit les effets dramatiques, ravageurs, mais
il faudrait reprendre le contrôle de la finance. Alors François Hollande l'avait prétendu à une époque, vous avez vu ce que ça a donné, hein, mais bon, moi je plaisantais là. Mais... vous ne pensez pas que les Américains peuvent se voir par une guerre pour voir le dollar s'effondrer? Alors ça c'était un vrai sujet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est engagé dans la dédollarisation. Les États-Unis rentrent dans une phase extrêmement difficile pour eux. Et bien entendu, je pense qu'il y a parmi eux des faucons, des fauteurs de guerre, qui pensent que le meilleur moyen de relancer la puissance américaine, par l'économie de guerre d'ailleurs, hein, c'est de provoquer cette guerre. Alors ça c'est évident. Mais en même temps, je ne suis pas persuadé qu'ils aient très envie de faire tuer beaucoup de GI, vous voyez. La population polonaise n'est pas en accord avec le gouvernement polonais aujourd'hui, de moins en moins, hein, chaque jour. Ça c'est les infos que j'ai de Pologne. La population polonaise est en train de se dire oh là là, on est en train de se faire embarquer. Mais quand je vois ce groupement interarmes déployé en Roumanie, etc., je suis malheureux pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils représentent? C'est quelques centaines d'excellents soldats, j'en doute pas une minute, mal armés, mal équipés, ou en nombre insuffisant, échantillonnaires, comme l'a dit je ne sais plus qui récemment. Pauvre armée française, je veux dire, nos grands chefs, le général Burkhardt, le SEMA, ou le général Schill, le CEMAT, l'ont reconnu. Nous n'avons absolument pas les moyens, l'armée française aujourd'hui n'a absolument pas les moyens de se lancer dans un combat de haute intensité. Oui, si vous faites allusion à la caste qui gouverne actuellement l'Union européenne, et qui n'est simplement que les proxys des Américains, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser assez vite. Ah ben oui, mais je veux dire, le problème, il est donc politique, si vous voulez, avant toute chose. J'en reviens à mon politique d'abord. C'est pas dans ces lieux qu'on me démentira. J'ai entendu toutes ces questions, hein, depuis le début d'ailleurs, depuis Mariupol, etc., la capture d'officiers de l'OTAN, etc. J'en ai aucune preuve, hein. Ni côté russe, ni côté allié, aucune preuve. Je ne pense pas qu'on puisse garder ça secret très longtemps, si vous voulez. Que ce soit des morts ou des prisonniers, il y a des familles derrière. Alors, ça dépend des endroits. En Ukraine, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un gros maquillage. Hein. Les familles ne sont pas informées des morts parce que ça va trop vite et qu'il y en a trop. Donc le pouvoir a choisi une politique un peu de brouillard et de silence. Mais ce n'est pas possible dans nos pays occidentaux. Donc moi je me souviens très bien de l'affaire de Mariupol, où on me disait il y a des officiers français parmi les... Eh ben, j'ai quelques contacts dont vous pouvez vous douter dans les bonnes unités de l'armée française. Si c'était le cas, je l'aurais su. Donc pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Il y a peut-être eu des pertes, mais très limitées, pas du tout comme... Alors, il faut dire aussi que c'est quand même une guerre de propagande des deux côtés. Hein. Les Russes ont raison aussi de rajouter leur couche personnellement pour défendre leur cause. Mais je crois qu'il y a beaucoup de désinformation des deux côtés, en fait, en réalité. Donc, il faut se mettre dans la posture où l'information, il y a une guerre de l'information. Une guerre d'information, donc ça veut dire que alors les faits les plus saillants, c'est les crimes de guerre, parce que ça interpelle tout le monde. Et puis c'est abominable. Hein. Personne ne peut justifier les crimes de guerre. Mais on sait très bien que depuis que le monde est le monde, que l'homme est l'homme, qu'il y a des guerres sur cette planète, il y a des crimes de guerre, il y en a toujours eu. Et c'est pas une affaire d'un camp ou d'un autre. Bon. Donc après, je peux vous dire, moi j'ai vu des choses atroces de gens, voilà, des deux côtés en fait. Hein. Quand la barbarie se réveille chez l'homme, elle n'a pas de frontières.